Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo 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 Thias, aka le dernier invité de la saison 2, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Dans la chaleur guyanaise. Alors avant de commencer, j'aimerais rappeler à tous nos auditeurs que le podcast est disponible sur Spotify, Deezer, YouTube et Apple Podcast. Et la première question, Thias, c'est est-ce que tu peux te présenter? Présentation, donc je m'appelle Mathias Rassin, donc B-boy Thias, nom de danseur. Je viens de Seine-et-Marne, de la ville de Meaux, dans le 77. Je suis à La Rochelle maintenant, donc voilà. Ok, bon, on va démarrer par le commencement, si tu le veux bien, avant de rentrer un peu plus dans les détails. Mais pour ceux qui te connaissent pas ou te connaîtraient pas assez, comment est-ce que tu as commencé la danse et où est-ce que tu as commencé la danse? J'ai commencé la danse à l'âge de 9 ans, dans 8-9 ans. Mais en vrai, je danse depuis l'âge de 6 ans, parce que je dansais le bélé, et gros cas, danse traditionnelle martiniquaise, parce que je suis né en Martinique de base. Je suis arrivé en France à l'âge de 5-6 ans. Et j'ai découvert le hip-hop avec HIP, HOP, donc le break, le smurf, tout ce qui se passe et tout ce qui se passait à cette époque euh, dans les années 84. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Et du coup, tu te mets directement au break ou tu fais un mélange de tout? Bonne question. En fait, c'était un peu particulier parce que j'avais des grands cousins dans Hameau. Parce que nous, les Antillais, quand on arrive en France, c'est très famille. Et du coup, le week-end, j'étais à Saint-Denis dans le 93. Et la semaine, j'étais à Meaux. Et la semaine à Meaux, c'était des danseurs debout qui s'occupaient de moi, mes grands cousins, parce que j'ai pas de grands frères. Mes grands cousins, c'était des danseurs debout, donc robotique, stroboscope, tout ce qui était popping, mais qu'on appelait blocage, nous, à l'époque. Et quand j'étais dans le 93, dans la région de Saint-Denis, avec mes grands cousins qui s'occupaient de moi sur le week-end, eux, c'était des breakers. Et on se retrouvait dans des caves où je les voyais se rouler par terre, faire des choses de ouf. Donc du coup, j'avais le cul, j'ai toujours eu ce cul entre deux chaises parce que depuis jeune, j'étais balancé entre les deux stylistiques. Et du coup, j'aime bien dire que j'ai baigné dans l'élégance hip-hop depuis tout petit jusqu'à ce que le break prenne soin de moi. C'est joliment dit. Euh, Est-ce que tu as eu à un moment donné une sorte de coup de cœur pour une des danses en particulier? Parce que si tu as commencé par le popping, c'est que ça te plaisait. Mais est-ce que quand tu as découvert le break, t'as eu un effet où ça t'a donné l'impression que c'était plus fait pour toi que les autres danses pour que tu t'impliques à ce point-là dedans? Mais en fait, ça a été complètement ça. En fait, c'est la danse qui m'a le plus parlé, on va dire, après avoir traversé toutes les stylistiques, c'est le locking. Pour son côté funky, son côté super dansé, super musical. Euh, c'est vraiment la danse qui me parlait le plus, où je pensais avoir trouvé mon esthétique. Mais j'ai toujours breaké. J'ai toujours breaké à côté, j'ai toujours traîné avec des breakers. J'étais souvent le seul danseur debout dans une équipe de breakers. Donc du coup, j'étais celui qui savait danser debout, donc je prenais cette direction-là. Et même quand je breakais, bah, je passais plus de temps à danser qu'à faire des figures, même si je savais faire ces figures. Et en fait, j'ai eu le coup de cœur on va dire pour le break dans sa généralité, mais plus pour le top rock en 99, où là j'ai découvert, grâce à un échange de discussions avec Storm, qu'il y avait des vraies bases avec le top rock, il y avait une vraie histoire aussi. Et depuis 99, 2000, j'ai commencé à chercher et je me suis découvert grâce au top rock en fait. Je ne vais pas dire que le break c'est pas le break qui qui a donné un sens à ma danse ou me dire c'est ça ta danse. C'est parce que le top rock m'a fait comprendre qu'était le break, qui fait que je suis tombé amoureux du break en fait. Mais c'est surtout grâce au top rock. Pour la petite vérité, quand je breakais il y a quelques années, je breakais par dépit. Je breakais parce que j'avais plus d'inspiration debout en fait. Donc vu que tout le monde breakait, ben, je me mettais à breaker. Donc, je travaillais mes coupages, je travaillais mes tomates, je travaillais ce que tout le monde travaillait en fait. Mais je prenais aucun plaisir à breaker à cette époque. Jusqu'à ce que je découvre le top rock et que j'apprenne que le top rock était une vraie histoire dans l'histoire du break.
Et ça m'a parlé, j'ai eu l'impression qu'on parlait de mon histoire indirectement. Et du coup, je me suis intéressé à ce qu'était le top rock dans le break, et jusqu'à maintenant, en fait. C'est marrant parce que tu dis jusqu'à ce que je découvre le top rock, mais comme si en fait avant tu faisais jamais de top rock. T'en faisais bien avant de parler avec Storm et Bah, en de fait, j'appelais découvrir pas ça. l'histoire des bases et tout. Excuse-moi, ouais, c'est pas du top rock en fait. On appelait ça des pas de préparation. On n'avait pas vraiment de terme. On appelait ça faire du style, avoir du flow. Quand tu dansais, tu avais du flow pour les gens. Et pas de. En France, c'était ça. En fait, dès que tu dansais, c'était du flow, c'était du style. On appelait ça faire du style, d'ailleurs. Tu avais le phaser, tu avais le trickster et tu avais le styler, en fait. Tu vois le délire? Et, euh, et en fait, le terme top rock, rocking ou autre, je l'ai vraiment découvert après mes recherches. Et c'est pour ça que je dis découvert, parce que jusque-là, je ne savais pas ce que je faisais. Je me contentais juste de danser, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je mélangeais du jazz rock. Moi, mon but, c'était de défoncer la musique. Point. Point. Voilà. On va, on va aborder ensuite le thème de la musicalité plus en profondeur parce on aimerait grave aborder ce sujet avec toi. Mais pour comprendre précisément, quand tu dis que tu t'es reconnu indirectement dans l'histoire du top rock et que tu as reconnu ta propre histoire, est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus? Moi, j'ai été élevé par la rue, en fait. C'est, euh, on va dire, en essayant d'être le plus clair et le plus simple possible, euh, la danse m'a toujours sauvé de tout ce que j'ai fait. Euh, et j'ai presque envie de dire que le top rock a réveillé une passion de recherche, de découverte, de repoussement des limites, euh, que je pense pas que j'avais ancré en moi à cette époque. Euh, C'était vraiment quand je rencontrais des gens qui me parlaient de l'arrivée des Latinos et comment ils ont lancé les premiers mouvements et les premiers steps euh, de rocking, de ce qu'on appelle le top rock. Ah bah, j'ai eu l'impression qu'on parlait de mon histoire, moi qui cherchais des nouveaux mouvements, qui essayais de créer des nouvelles directions, qui essayais de toujours faire comme, jamais faire comme les autres, toujours avoir mon propre chemin. Si on me partageait un mouvement, ah ben, dans la seconde d'après, j'étais déjà en train de le transformer parce que hors de question de le faire comme une autre personne. Si je voyais quelqu'un faire le même move que moi, ah bah, plutôt que m'embrouiller avec lui, moi, je le changeais le move. Euh, C'était vraiment, ouais, j'ai envie de dire, ça a décuplé ma passion de la danse, en fait. Et l'envie d'être encore plus un danseur, ouais, avec une identité particulière, j'ai envie de te dire. Hmm. Je sais pas Tu si je parles, réponds à ta question, Si, si. tu parles pas mal de rocking depuis le début de l'interview. Est-ce que tu pourrais définir ce terme et expliquer en quoi ça consiste exactement? je parle du rocking parce que pour moi, c'est la danse maîtresse du top rock, en fait. C'est-à-dire que avant qu'on commence à faire les rotations, ce qu'on appelle les rotations, c'est toutes les circulaires au sol et tout ça, on était dans une danse avec un rapport de provocation, donc le rocking qui est le up rock, qu'on appelle chez nous, la danse de combat, euh, la danse d'attaque, la danse de présentation de ta stylistique, de ton art, de ta street à toi, de ton style à toi. Et, ce dialogue qu'il y a dans le rocking, on le retrouve dans le top rock, sauf que la différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'il y en a un qui raconte une histoire et il y en a un qui prépare ton histoire à aller chercher le sol. Il y en a un autre, et si tu regardes encore plus, le rocking, ça se danse sur une musique entière, pas sur des boucles. Et il y a toute une variété, toute une richesse. La plupart des noms que tu as dans le rocking, c'est quasiment les mêmes noms dans le top rock. Les bases sont quasiment similaires. La gestuelle est quasiment la même, à part le fond qui qui change en fait. Il y en a un, c'est une danse de provocation, l'autre c'est pour attaquer le sol. Mais en soi, c'est presque les mêmes danses. Donc ça, je sais qu'il y a plein d'Américains, plein de pro-rockers qui vont pas aimer ce que je dis, mais pour moi, c'est les mêmes tendances. En tout cas, leurs bases premières sont issues des mêmes histoires, en fait.
Et du coup, ce qui ferait la différence, c'est quelque part qu'est-ce qu'on met dedans en termes d'émotion et d'intensité, c'est ça? Toi, est-ce que quand tu Comment tu te présentes, je dirais. Et du coup, toi, quand tu vois quelqu'un démarrer un passage, dans un battle de break classique, on va dire, tu fais la différence dès la première seconde de sa danse, s'il est en train de préparer le sol ou s'il est juste en train de vivre, le rocking? C'est ça, À c'est quoi ça. est-ce que ça se voit? À quoi ça se voit? Dans la manière de faire. Je vais te donner une image. Il y a un mouvement qui est super répétitif pour la plupart des b-boys. Et c'est le Indian step ou le cross step selon les écoles. Donc le pas croisé, ce qu'on appelle le battle rock aussi. Euh, en fait, dès que ce mouvement arrive, tu sais que le gars va descendre au sol. Donc déjà, tu sais que quand il utilise le top rock, c'est sans vraiment euh, chercher. Parce que dès que son sol arrive, il a un mouvement qui revient. Et quasiment tous les b-boys, c'est pareil. La plupart des gens qui utilisent le top rock et l'utilisation de la danse pour aller au sol, ils descendent jamais de la même manière. Parce qu'ils vont toujours passer d'un mouvement à l'autre, parce que n'importe quel step peut t'emmener au sol. Et c'est la seule différence qui fait quand quelqu'un utilise le top rock, tu le vois, parce qu'il y a une coupure où il n'y en a pas entre le sol et sa danse. Généralement, je danse. Je vais couper ce que je suis en train de faire pour partir sur mon step croisé avant d'attaquer mon sol. Et ça, c'est devenu le truc de tout le monde. Je danse. Dès que j'ai fini de danser, mon step croisé, je descends au sol. Ah, toi, coupure, cassure. En fait, il n'y a pas de lien. Alors que c'est une danse qui est liée. Il n'y a pas de coupure entre les deux. Donc ça veut dire que tu séquences. Donc pour moi, c'est comme si tu ne t'intéressais pas à une partie de ta danse. Le top rock fait partie intégrante du break. Aujourd'hui, il y a des gens, des breakers, qui regardent le top rock comme si c'était une danse debout, qui ne faisait même pas partie de leur danse. On n'y met pas d'intérêt. Donc, c'est un peu le pourquoi, indirectement, je me suis concentré dessus et qu'à une période de ma vie, j'ai choisi de ne plus travailler les figures, les phases, les blessures aussi ont joué un rôle là-dedans. Mais ça m'a aidé à prendre une décision, à savoir est-ce que je voulais vraiment défendre l'honneur de cette danse. Ça voulait dire l'imposer dans le lieu des battles, mais aussi arrêter d'aller toucher le sol en tant que b-boy pour pouvoir montrer aux gens que si toi tu as le droit de rentrer et faire qu'un passage phase et on te considère comme un breaker, ah ben moi j'ai le droit de rentrer et faire qu'un passage top rock, je suis aussi un breaker. Et Mmh. l'imposer dans les esprits en fait. C'était comme une sorte de combat pour moi en fait. Je le voyais comme ça en fait. Mmh. Et du coup, je lance le mini débat qu'on a dû souvent te lancer, mais pour avoir ton avis sur, tu sais, la vision qu'ont certains de dire qu'on est vraiment un b-boy ou une big girl à partir du moment où on représente tous les éléments, en termes de mouvement dans un passage, que ça soit, les power moves, les footwork, les top rock, les freeze et cetera. En fait, c'est une question qui aborde presque ce que c'est l'essence du b-boying, qu'est-ce que c'est qu'être un b-boy et tout. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Je suis en partie d'accord, parce qu'en tant que danseur, pour moi, ce qui représente vraiment l'identité d'un b-boy dans son essence, c'est de comprendre sa danse et de la connaître. C'est pas parce que tu tournes pas sur la tête que t'es pas un b-boy. C'est pas parce que euh, tu ne t'intéresses pas à une partie. On a tous des corps différents. C'est pas parce que je suis pas bon en face que je suis pas bon à un bon b-boy ou autre en fait. Ou inversement. Euh, où je suis d'accord avec ça, c'est que oui, si tu pratiques une stylistique comme le break, qui est super riche entre les différentes possibilités de la pratiquer, euh, tu peux pas te permettre de léser une partie, en fait, sous prétexte que c'est soit trop facile parce que tu estimes que le top rock c'est facile. Quand je me retrouve dans des salles avec des gens, ils changent d'avis très vite sur la facilité qu'est le top rock et se rendent compte de la difficulté que c'est que pratiquer cette danse, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Et que pour moi, ce qui est frustrant, c'est de voir à quel point on peut léser des parties pour mettre en avant d'autres et se dire que parce que moi je fais ça, je suis un b-boy et pas toi. Et ça, pour moi, on n'est personne pour pouvoir dire qui est pas ou pas en fait. C'est la danse qui doit parler.
T'es autant un amoureux du top rock parce que t'as une envie de danser et d'exister à travers le top rock. Mais est-ce que tu n'arrives pas à danser de la même manière au sol aussi? C'est exactement ce que j'essaie d'expliquer en fait. Je me suis peut-être mal exprimé, mais pour moi, à partir du moment où tu maîtrises ton top rock, ton footwork, tes phases, ah ben en fait, et que tu aimes danser, tu peux danser dans tes footwork, dans tes phases, dans ta technique. Tout dépend comment tu abordes ta musique et ton corps. Mais euh, aujourd'hui, ça marche par séquence, parce qu'on écrit les passages, parce qu'on sait déjà ce qu'on va faire à l'avance, et du coup, c'est de la fausse liberté à mes yeux. C'est, on n'est plus là en train de kiffer le moment avec ce que je me suis entraîné à faire. J'ai quelqu'un qui est fort en footwork, bah tiens, regarde-moi ce que je sais faire. Plutôt que de taler mes passages et puis au bout d'un moment, bah, j'ai sorti tous mes passages et je fais quoi maintenant? Et du coup, pour moi, c'est là où on a tué l'essence parce que les gens, on leur a permis de se focaliser que sur une partie de la danse. Une partie. Où je le remarque énormément, c'est quand je viens dans un battle et que je vois les gars qui se forcent à faire du top rock parce qu'ils savent que je suis aussi en train de juger. Et que je les vois, moi, la semaine d'avant, dans le battle d'avant, ah bah le top rock, quasi s'en foutaient en fait. Donc du coup, tu te dis, il y a vraiment quelque chose il y a un truc qui va pas dans ce truc-là en fait. Et moi, pour moi, c'est de la faute de l'écriture parce que ça a coupé la spontanéité. Donc du coup, on n'aborde plus les cercles de la même manière. Avant un cypher, c'était pour échanger. On pouvait échanger avec un mouvement, avec un step, avec un délire. Et aujourd'hui, on échange avec des passages déjà écrits, déjà faits. Il n'y a plus de vrai échange. Du coup, on ne se découvre pas vraiment. Voilà, j'aime la danse et du coup, pour moi, la danse prend le dessus. Euh, mais ça veut dire que tu sois un phaseur ou autre, je ne vais pas moins te juger parce que tu danses moins à partir du moment où tu kiffes ce que tu fais en fait. Voilà, c'est ça qui m'intéresse en fait. Et pas parce que tu es un phaseur, un footworker ou plus attaché au top rock. Puisqu'on aborde des problèmes un peu généraux, on va dire systémiques de comment les battles fonctionnent aujourd'hui, tous ces trucs d'écriture et tout, il y a une question qu'on aime bien poser, c'est plus un exercice de pensée, on va dire. Mais en plus, vu qu'il y a eu les élections il n'y a pas longtemps, c'est lié. Imagine qu'il y aurait un président du break, un président du hip-hop, et que tu es élu président. Par rapport à tout ce dont on vient de parler, des soucis de liberté, d'écriture, de ce que les battles aujourd'hui imposent, etc. Si toi, tu étais élu président, quelle serait la première réforme que tu ferais? J'interdirais les gens d'utiliser des passages écrits pour pouvoir entrer dans les battles. Tu vois, Et déchirez, comment on déchirez, contrôle, déchirez, déchirez vos papiers, les gars. et ça serait comment on contrôlerait ça? Parce que en vrai, ça serait bien d'imaginer des concepts qui invitent les gens à faire ça, mais c'est super dur à contrôler. Ce serait quoi la police qui contrôle si c'est écrit ou si c'est freestyle? Ça- Honnêtement, en toute honnêteté, quand tu regardes certains b-boys, tu sais pas déjà, à partir du moment où il a commencé, tu sais pas déjà comment il va finir. C'est une question que tu me poses? Ouais, c'est une question que je te pose. Donc le contrôle, il serait super facile parce que la plupart ne changent quasiment rien dans leur passage. Ils s'appuient même pas de la musique. Donc en fait, les contrôler, ce serait super facile, en fait. Donc après, c'est de l'utopie. Donc je le vois comme une manière utopique de me dire, si je suis président et que j'ai un contrôle là-dessus, ah ben, j'élirai des juges qui puissent avoir le regard là-dessus et qui sachent déterminer à quel moment tu es dans un passage freestyle, à quel moment tu es dans l'écriture. Et il ne faut pas confondre freestyle avec signature, parce que j'ai créé une façon de faire un mouvement avec de l'écriture de A à Z d'un passage. Parce qu'il y en a qui confondent signature et écriture. Ouais, mais ça, c'est mon skill, je l'ai inventé. Ouais, mais ton passage, tu le fais toujours de la même manière et ton skill, il sort toujours de la même manière. Donc, c'est un passage. C'est pas un skill, c'est pas une signature. Et donc toi, en tant que juge, quand tu, quand tu juges des danseurs que tu connais bien et donc tu vois qu'il y a une semaine, ils ont fait exactement le même passage, est-ce que tu peux aller jusqu'au point de voter pour quelqu'un qui est en face, même si c'est
presque quelqu'un de débutant par rapport à lui, parce que tu as vu qu'il avait freestylé? Ce serait malhonnête. Non. Si jamais le freestyle est meilleur que son passage, oui. Si son écriture est au-dessus du passage du freestyle, c'est l'écriture qui passera. J'essaie d'être objectif et honnête aussi dans ma façon de juger. Même si j'aime la danse, je peux faire casser quelqu'un qui est un peu à côté de la danse, mais parce que son break est vraiment très très chaud, par rapport à quelqu'un qui a beaucoup dansé, mais son passage est super léger où il n'y a rien à l'intérieur. Tu étais un petit peu à côté de la musique, mais je vais te faire passer quand même. Pourquoi? Parce que ton passage est super chaud. Par contre, fais attention. Si tu ressors de la musique, peut-être je te fais pas passer le tour d'après. Tu vois, c'est le genre de truc que voilà, j'essaie de ne pas j'essaie de jamais voter avec mon cœur. Donc c'est pour ça que si tu me demandes si j'étais président, c'est une des choses que j'aimerais bien, moi, voir comment les gens se débrouilleraient sans leur cahier et sans leur passage déjà prédéfini, en fait. J'adorerais voir ça, en fait. Je vois des putains de breakers, mais j'ai l'impression qu'ils ont peur du break parce qu'en fait, ils sont toujours dans de l'écriture semaine après mois, mois après mois, année après année. Et je me dis, mais comment tu fais pour ne pas être saoulé de refaire toujours la même chose en fait? Comment tu peux te réveiller le matin et être fier de te dire, putain, mon passage, je le fais bien. Mais c'est toujours la même chose que tu fais. Donc à quel moment tu danses en fait? À quel moment tu vis en fait? Si c'est toujours la même chorégraphie que tu refais entre guillemets en fait. Parce que c'est des mini-chorés en fait. Donc à quel moment le kiff il est présent en fait? Où est l'espace du kiff à partir du moment où tu as écrit un truc et que tu le sors comme tu l'as écrit? Où est l'espace pour la liberté et le kiff là-dedans? Soi-disant, on fait quelque chose pour le kiff et cet amour de la liberté. Mais à partir du moment où tu l'as arrêté dans un passage écrit, il n'y a plus de kiff, il n'y a plus de liberté. J'en parlais juste avant avec Noé. Quand tu danses, on a l'impression que tu es chargé en émotions, qu'il y a une forte interprétation et que et du coup, en fait, je me demandais surtout, est-ce que tu as déjà fait du crump ou pas? Non, j'ai jamais fait de crump, mais je t'avoue que quand le crump est sorti et arrivé, euh, c'est une danse qui m'a beaucoup inspiré parce que je comprends la rage qui est à l'intérieur. Et on va dire que le crump m'a permis de comprendre comment canaliser ma rage dans mon top rock en fait, et lui donner un langage. Ouais. Donc je me suis appuyé de l'énergie du crump parce que j'aime pas le crump en gros, j'aime pas la danse. J'aime l'univers, j'aime la culture, j'aime son message, mais la danse m'agresse entre guillemets. Mais l'énergie qui est déployé, le pourquoi c'est déployé, le pourquoi on danse comme ça me parle. Ça me parle énormément. Et du coup, je suis connecté au crâne de par ça, en fait. Et du coup, oui, mais non, j'ai jamais pratiqué. Mais ça m'a permis de comprendre quelque chose et justement de pouvoir l'exprimer parce que cette danse existe, en fait. Mais c'est cool, ça entre quand même du coup en résonance avec ce qu'on ressentait en te voyant danser, parce que des fois on ressent quelque chose en voyant quelqu'un danser, mais on n'est pas sûr que c'est vraiment ça qui se passe à l'intérieur. Mais en effet, moi j'ai l'impression que dans la plupart des passages que tu fais, tu es vraiment chargé d'une émotion forte. Et j'avais pas mis le mot rage dessus, là c'est toi qui viens de le mettre. Euh, Est-ce que c'est la principale émotion dont tu es chargé quand tu danses? Euh, on va dire que c'est la plus forte parce que c'est celle qui m'a dirigé et qui m'a tenu debout pendant une bonne partie de ma jeunesse et de jeune adulte. Euh, Sans cette rage, j'aurais peut-être pas mis autant de cœur dans mon travail de danseur. Et pendant longtemps, je ne, je ne vivais qu'à travers elle, en fait. Et l'espace pour l'exprimer et la faire vivre sans qu'elle puisse nuire à quelqu'un, c'était en dansant, en fait. Et du coup, la contrôler, il n'y a que quand je dansais que j'arrivais à apaiser ce feu qui était en moi, on va dire. C'est venu tout de suite ou ça a mis du temps? Ça a mis du temps. Je travaille encore, si je peux être dans la transparence. Et j'imagine qu'il y a des jours où tu n'as pas cette rage à exprimer là. Bien sûr. Du coup, tu te charges de quoi d'autre quand tu n'es pas chargé de cette émotion principale? De moi, de mon kiff, du moment, de l'instant, de ce que je ressens. Euh, j'ai,
Je pense que vu que le discours que je tiens depuis tout à l'heure, vous avez dû comprendre que j'aime pas l'écriture et que je me force moi à ne pas être dans de l'écriture et être dans de la spontanéité. Et mon leitmotiv, c'est la musique, en fait. Et du coup, la musique m'installe dans un univers, elle m'installe dans une ambiance, et je me laisse porter par ça, en fait. Je cherche même pas à réfléchir, en vrai. Je laisse la musique faire pour moi, en fait. C'est, c'est vraiment dans l'état. C'est-à-dire que je ne choisis pas l'état dans lequel je vais rentrer, à part quand c'est la rage qui est en contrôle et qu'elle prend le dessus. Euh, là, ouais, c'est vraiment la musique qui me prend et qui m'emmène où elle a envie, en fait. Et je la laisse faire. Et je l'accompagne avec mes mouvements, en fait. Je, je partage vraiment cet avis par rapport à la musique. Mais en tout cas, moi, quand je danse, j'ai un peu un problème, c'est que j'arrive à être emporté par la musique que quand la musique, elle me plaît. Et quand je vais arriver à un battle et que ça va être un breakbeat dégueulasse, et ben là, là, je vais rentrer dans l'écriture et je vais juste réciter mon passage parce qu'il y a rien qui m'inspire. Et toi, tu fais comment? Est-ce que tu as déjà l'impression de des fois vivre ce genre de moment? Et sinon, comment tu fais? Bah, je m'entraîne à ça. Je m'entraîne sur des musiques que j'aime pas. Je m'entraîne sur des musiques de merde, comme j'appelle ça. Donc des musiques qui m'inspirent pas, ou quand j'écoute, il n'y a rien qui passe. Et je force mon moi intérieur à les chercher en fait. Et donc je me suis déjà retrouvé à passer des heures dans une salle et pendant une heure, il n'y a rien qui sort. Et parce que les musiques ne me portent pas. Et je me force et je me force et je me force. Et aujourd'hui, j'entraîne les gens à ça en fait. Je les entraîne à plutôt que vous faire une playlist de musique que vous aimez, fais-toi une playlist de musique que tu détestes en fait. Et va t'entraîner dessus en fait. Et n'hésite pas dans les musiques, passe dans la folk, passe dans tous les styles musicaux aussi. C'est aussi ça, ne pas s'enfermer dans une stylistique, ça peut aussi aider à aller chercher l'inspiration. Comment tu vas chercher un breakbeat dans la musique salsa? Après, c'est un mauvais exemple, il y a du beat dedans. Mais comment tu vas dans un son classique, si tu écoutes du Chopin, ben comment tu vas chercher ton beat à l'intérieur? C'est ça. Si tu écoutes le bruit de la mer, bah, comment tu vas chercher ton univers à l'intérieur? Moi, c'est ça qui me parle, en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai, bah, une sonorité va déclencher quelque chose. Et par contre, je ne sais pas ce que ça va sortir. Je ne sais pas ce que ça va déclencher en moi. Mais du coup, j'ai entraîné mon oreille et mon cerveau à ne pas se limiter au fait d'aimer ou pas. Parce que je suis censé être un danseur. Et une phrase que j'entendais répéter et qui m'a beaucoup aidé quand j'étais plus jeune, c'est si tu es un bon danseur, tu sais danser sur n'importe quelle musique. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours accompagné, qui fait que quand j'entendais une musique que j'aimais pas et je me disais, ah, j'aime pas, je me disais, comment ça, t'aimes pas? La musique, elle n'a pas été faite pour toi. Donc c'est à toi de t'adapter et pas à la musique de s'adapter à toi. Quand tu es dans un battle, c'est le DJ qui est le maître de la musique. Donc tu te dois, toi, de lui rendre honneur, quelle que soit la musique qu'il met, et pas lui dire change, comme certains le font. Ça tombe bien, on voulait parler de ce sujet-là qui est la musicalité. C'est un vaste sujet dans le milieu de la danse et du hip-hop particulièrement et tout. Donc il y aurait plein de manières de l'aborder. Je te pose une première question. Il y a plein de mots dont on parle des fois dans le break et on ne sait pas forcément ce qu'on met derrière, genre le style, le flow, toutes ces choses-là. Moi, il y a un mot qui est toujours resté une énigme pour moi, c'est ce que les gens appellent le groove. Euh, j'ai l'impression que tout le monde met une signification différente derrière ça. Euh, et que toi, tu as ta manière particulière en plus de groover. Qu'est-ce que c'est que pour toi le groove? Pour moi, le groove, tout le monde l'a en soi pour moi. C'est soit on apprend à le chercher, à le découvrir, ou soit tu le découvres pas. Mais le groove, c'est en dehors du terme technique, parce qu'aujourd'hui on se branle sur la danse et du coup même le groove c'est devenu un terme technique comme une base de danse, alors que pour moi c'est pas une base, c'est quelque chose qu'on a en nous en fait, qui nous accompagne. Quelqu'un qui n'est pas danseur peut avoir beaucoup plus de groove qu'un danseur qui se dit danseur. Et tu vas dans des soirées, tu vas voir beaucoup de tontons qui ont du groove, à mon sens. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette passion de danser, ils ont ce kiff de danser, et quand ils font deux mouvements, quelle que soit l'ambiance du mouvement, il y a du style à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se dégage de ça. Pour moi, c'est ça, avoir du groove.
Avoir du groove, c'est avec rien faire tout. Et c'est souvent les gens qui ne dansent pas qui me passionnent le plus avec ça. Et quand tu parles avec eux, ils se sentent nuls en danse et qu'ils ont des grooves beaucoup plus importants qu'une grosse partie de la population danseur qui se dit danseur, pratiquant sac à dos tous les jours et, euh, et que leur groove, je le cherche moi tous les jours. Je le vois pas. Donc voilà, si je dois mettre une définition hors de la définition technique, c'est pour moi l'amour de danser, tout simplement. Et du coup, la question qui suit, c'est comment comment on arrive à rechercher du coup cet amour pour danser. Comment toi, en tout cas, tu as réussi. Enfin, toi, j'ai l'impression que c'était quelque chose qui était là depuis longtemps, donc c'est peut-être pas Moi, un je bon suis né exemple, dedans, c'est pas pareil. Je suis mais, comme euh, Obélix, moi. mais, euh, mais quand tu donnes des stages ou des cours et qu'il y a des personnes qui ont jamais dansé, qui n'ont pas forcément ce groove, comment tu arrives à les emmener vers ça? J'ai un exercice que j'appelle step rythmique. Je coupe la musique et je leur fais prendre conscience du rythme qui est à l'intérieur de leur corps, en fait. Quand on bouge et qu'on tape les pieds juste sur un march step, ce que j'appelle le march step, c'est le pas de droite à gauche, selon comment tu bouges ton corps là-dessus, tu as déjà un rythme qui sort. Et selon comment tu es à l'aise avec ce truc, ah ben, ça devient de plus en plus facile de bouger, en fait. Et du coup, je fais un travail de questions-réponses avec ces rythmiques, où je leur donne des rythmiques et je leur demande de les reproduire sans se poser de questions. Juste écoute et reproduis ce que tu entends. Ah ben, il s'avère que généralement, quand je fais cet exercice et que je démarre cet exercice et que je lance mon atelier, que je finis et que je lance la musique, la plupart des gens se mettent à danser instinctivement et ne se posent pas de questions à savoir s'ils savent ou pas danser. Ils se mettent juste à essayer d'écouter les rythmes que je leur ai fait entendre avec leur corps. Et ça devient super simple et facile. Parce qu'ils se rendent compte qu'avec un pas simple, ils peuvent faire plein de choses et qu'il n'y a pas besoin de partir de gesticuler dans tous les sens pour pouvoir être danseur. Et que du coup, ça à la portée de tout le monde. En tout cas, j'essaie de rendre accessible ce que certains pensent inaccessible. Et c'est comme ça que je passe. Et je passe par des exercices archi-ludiques qui t'emmènent vers des trucs super techniques, en fait. C'est des exercices que tu as développés tout seul en faisant tes propres recherches? Ouais, ouais. Trop bien. En travaillant avec des musiciens surtout, aussi. Hmm. Je travaille avec des musiciens depuis l'âge de 16 ans. Mais en vrai, je tape sur des percus depuis l'âge de 6 ans. Parce que mon père faisait des percus. On tapait sur le tibois, c'est du bambou avec deux baguettes. Et on faisait des rythmiques. On tapait sur les j'avais des percus à la maison. Euh, c'est Donc du coup, la notion de rythme, elle était déjà là. Et en fait, euh, à force d'échanger, partager, donner, ben, trouver des solutions, trouver des outils pour pouvoir réussir, tu vois, comme la question que tu viens de me poser, je me la suis posée moi à un moment quand je me suis retrouvé face à un groupe de personnes et je me suis retrouvé en galère à me dire putain comment je vais faire pour faire ce truc-là et de ne pas avoir réussi ce jour-là. Donc le soir en rentrant chez moi, ça travaille et du coup, ah merde, mais pourquoi t'as un exercice? Putain, t'aurais pu faire ça. La prochaine fois, j'essaie ça, voir ce que ça donne. Et du coup, ce truc, c'est devenu ma base parce que, quel que soit le niveau des danseurs, quand je leur donne cet exercice, il y a plein de choses qui se débloquent. C'est cool, ça répond à une autre de mes questions en partie, mais tu vois, par rapport aux musiques qu'il y a en hip-hop et dans le break particulièrement, euh, on peut vite avoir l'impression qu'on a le droit que d'avoir un rapport binaire au son, parce qu'il y a le boom, il y a le bap, et que la plupart des danseurs, ils prennent le boom, ils prennent le bap, des fois ils prennent l'intermédiaire qui est entre les deux, qui serait le et, le contretemps. Euh, et dans le breakbeat, il y a aussi cette difficulté, je trouve, croissante où ça va de plus en plus vite, donc les gens, ils ont de moins en moins le temps de se caler, mais ça reste quand même souvent binaire dans les rythmiques. Et toi, quand je regarde les rythmiques internes que tu as, j'ai l'impression que des fois, tu es sur le boom, des fois sur le bap, des fois sur les temps entre ceux-là, mais en plus de ça, j'ai l'impression que tu as tout un tas de contretemps qui sont vachement plus subtils et qui se situent juste au bord, avant ou après des temps forts. Euh, comment on en vient à avoir cette subtilité rythmique?
La question la plus piège de ma life, c'est que j'ai toujours du mal à expliquer cette partie. Parce qu'en fait, j'ai presque envie de te dire, euh, j'écoute, mais ça se suffit pas juste à ça. Et ça s'arrête pas qu'à ça. Euh, je vais te raconter une histoire, je sais pas si j'espère que ça va t'aider à comprendre. Quand Vas-y. j'avais 17 ans, 18 ans, j'étais danseur d'un groupe de musiciens. C'est-à-dire que j'étais au lycée et j'avais une bande de potes. J'en avais un, c'était un batteur, l'autre, c'était un bassiste. Euh, donc eux, ils avaient pour ambition de monter un petit live band en fait. Et en fait, on avait un pote, c'était un rappeur. Et du coup, ils ont monté une petite équipe et lui, il rappait, les autres jouaient live. Et puis bah moi, je suis par force des choses, moi je faisais pas d'instrument, je jouais pas de trucs, mais je kiffais, je traînais avec eux. Je suis devenu le danseur du groupe en fait. Et quand on répétait pour travailler certaines scènes qu'on allait avoir à faire, ah bah, je regardais ces musiciens en fait, je les étudiais en fait. C'est-à-dire que je regardais le bassiste et je regardais sa mimique. Je regardais le batteur, je regardais sa mimique. Ils ont tous des mimiques particulières. Un guitariste n'a pas la même mimique qu'un batteur, et un batteur n'a pas la même mimique qu'un bassiste. Un percussionniste a une autre façon de se tenir et de bouger. Et du coup, ces petites mimiques m'ont aidé à décortiquer la musique. Parce que quand je les observais, je me rendais compte de ce qu'il jouait et j'oubliais tout le reste en fait. J'entendais que lui. Et si je passais à la batterie, ben, j'entendais que la batterie. En fait, ça m'a développé ma manière d'écouter. Et du coup, d'appréhender les sonorités aussi. Parce que quand tu prends une note aiguë, ça ne fait pas pareil qu'une note grave. Et du coup, ah ben, c'est en ça que j'ai développé l'écoute, en fait. Et mon obsession, c'était d'être au plus proche du jeu de ce que j'écoutais. Donc, presque donner l'impression que la musique sort de moi, ça a été un gros travail en fait, là-dessus. D'essayer de me mettre à la note près, à, à, à essayer d'être le plus proche de la sonorité que j'écoute et surtout de faire entendre des sonorités qui existent dans une musique mais perdues dans le boom bap et dans tout le reste, ah ben tu l'entends pas. Par contre, si tu mets l'intention qu'il faut, l'énergie qu'il faut, juste précisément sur ce petit bruit, tu as l'impression de l'entendre aussi fort que les autres. Et c'est dans ça que j'ai développé, quand je dis mon écoute, euh, mais ça me vient de ça en fait. Ça me vient de ce passage avec ces musiciens qui m'ont obsédé et ça a été toujours une obsession pour moi. Dès que j'arrivais quelque part, qu'il y avait un jeu live ou une musique super technique, ah ben mon but c'était de la décortiquer, que je la connaisse ou que je la connaisse pas, il fallait que je sache danser dessus en fait. Donc apprendre à décortiquer des mesures de musique et tout, à prévoir que là il y a un break qui va rentrer, là il va y avoir un solo, c'est sûr, il y a un truc qui va rentrer. C'est voilà. Après, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, je le ressens, je n'arrive pas à l'analyser, je ne pourrais pas l'expliquer autrement, mais c'est quelque chose que j'ai développé, décuplé et cultivé, on va dire. Cultiver l'écoute, j'appelle ça. Aujourd'hui, en termes techniques, j'appelle ça cultiver l'écoute. Et cette écoute-là, tu vois, des fois, quand je vais à des battles de danse debout, que ce soit de pop, de lock, de house, de hip-hop, je prends souvent des claques de comment les danseurs sont musicaux par rapport au milieu du break. Et quand je reviens dans un battle de break, je me dis, waouh, on est en retard. On est en retard de ouf. J'ai l'impression qu'on est en retard, mais qu'à l'intérieur du break, il y a quand même quelques personnalités, quelques personnes qui font honneur à la musique. Euh, Toi, sur la scène actuelle, dans les nouvelles générations ou dans les danseurs que tu vois se développer, est-ce que tu as, t'as des noms, des exemples de personnes qui, pour toi, remettent la musicalité à l'honneur? Dans le break, Ouais. c'est super chauvin ce que je vais dire, mais je l'assume complètement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement écrit et mécanisé que je n'arrive même plus vraiment à déceler. En fait, j'ai des coups de cœur, mais j'ai pas de nom particulier parce que je suis tombé sur un gars en Belgique qui défonce et qui est dans cet état d'esprit. Parce que je suis parti dans le sud de la France et que j'étais dans un petit battle et que j'ai vu un petit jeune qui est dans cet état d'esprit. Il y a J'ai envie de te dire, il n'y a pas vraiment de blase
qui représente ça aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est beaucoup plus de gens dansent réellement, vraiment, contrairement à avant. La musique a pris, et la danse a pris une vraie place. Et moi, je suis fier juste de ça, en fait. Parce qu'à une époque, certains breakers, quand ils te voyaient danser, ils te montraient le sol. Et moi, je me réveillais, et puis je bouchais mes oreilles pour leur montrer en disant, mais toi, il y a un DJ, mais tu l'écoutes pas, la musique. Donc, en vrai. Et du coup, j'ai des gens, mais je pourrais pas te sortir les blazes comme ça parce que malheureusement, c'est pas des blazes ou des personnes qui vont. Je vais brancher l'ordi parce que je viens de m'apercevoir qu'il est sur la fin. Oh. Mais oui, si je peux remettre quelque chose de concret dans ce que je viens de dire pour ne pas trop être dans l'abus. Aujourd'hui, ça danse beaucoup plus qu'avant et c'est cool de voir ça, quoi. Ça doit te faire plaisir d'être dans cette époque, non? Parce que le break étant quand même un truc assez cyclique avec l'époque de la technique, l'époque de... Toi, il y a eu des périodes où ça a dû être dur d'être... Tu as dû te sentir comme un résistant, non? Face à Ouais, complètement. certaines époques du break où il fallait simplement être un danseur technique pour mériter sa place. En plus, tu n'as pas été dans n'importe quel crew, tu as été dans le crew Fantastic Armada avec lequel vous avez gagné le Boti France, vous êtes allé au Battle of the Year international. Comment t'as fait ta place et comment t'as vécu ces époques où tu devais assumer un style dans une époque qui était pas du tout faite pour ce style-là? Ma rage, mon envie d'être où j'étais et me sentir à ma place et, euh, et mon envie d'exister par ma danse en fait. Comme je vous ai dit un petit peu avant, c'est que ça a été une obsession et ça l'est toujours d'avoir ma propre écriture, ma propre stylistique et de ne ressembler à personne. Et du coup, j'ai cultivé ça et j'ai presque envie de te dire que à cette époque, ça me donnait de la force parce que je faisais bien ce que je faisais, parce que j'avais un bon retour des gens et du public quand je le faisais. Donc du coup, ça t'encourage. Mais en même temps, je ne voyais pas grand monde face à moi faire la même chose. Donc du coup, ça me confortait dans le truc de me dire, t'as pris un chemin, tu t'es trouvé. Il n'y a pas deux personnes comme toi en fait. Et même s'il y a quelqu'un qui est dans le même genre, ah ben il n'est pas comme toi. Du coup, tu es vraiment unique dans ton délire. Et ça, pour moi, c'était une force. Et à cette époque-là, c'est ce qui m'a bercé ma force, mais surtout aussi les gens autour de moi. J'ai plein de potes qui m'encourageaient, qui me donnaient de la force, qui m'élevaient en, en, quand j'avais des périodes de doute, parce que je me trouvais, euh, je, je mettais plus la danse et vraiment, je m'entraînais. Il n'y a pas longtemps, il y a une vidéo d'un training que je faisais en 2001 avec des petits que je formais. Il y a eu un montage qui a été fait sur Insta et on me voit faire des 19, des Thomas, des trucs. Et les gens me disent, mais pourquoi on ne voyait pas faire ça en battle? Apparemment, tu faisais ça en 2001, dans 2003, 2004, on ne voyait jamais faire ça. Et je leur disais qu'en fait, quand je me mettais à danser, j'oubliais tous ces trucs-là, en fait. La danse était tellement forte que je pouvais rentrer en me disant, ah, je vais faire Thomas Coupole, je vais tous les bluffer. Et en fait, la musique me prenait et je finissais en me disant, putain, j'ai pas fait ce que je voulais faire, en fait. Parce qu'en fait, eh ben, souvent, je finissais les battles en faisant carrément autre chose. Pourquoi? Parce que tellement la musique me prenait, ah bah, du coup, je passais complètement à côté de ce que je m'étais dit que j'allais faire, en fait. J'avais travaillé un super descente et tout. Je me disais, putain, je vais la sortir. Ah, je vais révolutionner le truc. Et en fait, je faisais des descentes rien à voir. Et quand il fallait que je le refasse, impossible de le faire. C'est sorti ce jour-là. Et c'est plus jamais ressorti. Et ça, c'est ma fierté aussi, tu vois. C'est de me dire, je peux regarder des trucs, je les ai fait qu'une fois dans ma vie. Jamais c'est ressorti. Jamais plus c'est ressorti. J'ai jamais pu en refaire. Quand j'étais en instant de grâce à ce moment-là. Et ça, j'aime ça, en fait. Et quand je ressens pas ça, c'est là où je m'ennuie et que pour moi j'ai fait un mauvais battle. C'est parce que j'ai pas été en, en, en lâcher prise, en lévitation, euh, complètement hypnotisé par la musique. Donc moi, ma force, elle était là, à cette époque, de me dire, ouais, ce que tu fais, tu le fais bien. Même si tu as des doutes à des moments, le public réagit, quoi. Le public se lève. Même si je perdais, ça me donnait de la force. Parce que j'étais rentré, j'avais réveillé tout le monde. Les gens venaient me voir après pour me dire, putain, t'as pas touché le sol. Ah, ça donne de la force.
En fait, c'est quoi? Je vais rentrer à la salle, je m'en fous des coupoles, je m'en fous des Thomas. Je vais faire que du top rock, tu vois. Je trouve quand même qu'il faut du courage pour réussir à rentrer au milieu de la scène devant, devant l'autre groupe et se dire, vas-y tranquille, en fait la musique elle me chauffe trop, je vais être en impro total. Moi je sais que à chaque fois quand je suis en training, je me dis, vas-y, il faut que j'arrive un jour en battle et à me dire, vas-y, je m'en fous et je suis en impro total. Mais dès que j'arrive devant le gars il va lâcher son meilleur move, je vais être en PLS et du coup je vais choper la pression. Toi, t'as eu cette pression un peu à un moment ou pas? Ah, je l'ai tout le temps. Même encore aujourd'hui, avec l'expérience du battle, je vais en battle, j'ai toujours l'impression. Pourquoi? Parce que je ne me repose pas sur moi-même. Je pars du principe que qui que tu sois, quel que soit le niveau sur lequel on t'a mis, euh, tu peux redescendre très vite. N'importe qui peut te faire redescendre de ton piédestal. Donc du coup, quand j'aborde un battle, je l'aborde toujours avec le, la même rage que si c'était quelle que soit la personne qui est en face de moi. Ami, pas ami, copain, pas copain, débutant, pas débutant. Tu peux sortir un truc qui va me faire perturber. Donc du coup, mon ennemi, c'est moi-même. C'est pas les gens en face, en fait. Donc quand je vais en battle, j'oublie presque la personne qui est en face de moi pour être concentré sur moi-même, pour être en harmonie avec moi-même et ne pas me laisser perturber par un truc ou autre, en fait. Donc quand j'ai la pression, je me sens bien parce que je me dis, il y a un truc qui va se passer là. Tu vois. Alors que quand je l'ai pas, ça veut dire que je me fais chier et que du coup, là, je sais pas du tout ce qui va se passer. Je sais même pas si je vais prendre du kiff, tu vois. Donc, j'aime bien sentir cette pression parce qu'elle me fait me sentir là, présent, en fait. Il y a un battle que tu as fait qui t'a particulièrement marqué par rapport au fait que tu étais en osmose avec la musique et que tu étais dans le kiff total ou pas? En fait, c'est pas un battle qui m'a marqué par rapport à ma danse, même si on va dire qu'il y a un peu de ça. Battle of the Year 2003, euh, c'est l'année de décision d'arrêter toutes les danses debout, de me concentrer que sur le break. Et sur cette année, on prépare Battle of the Year avec Fantastic Armada et on fait la finale. Et moi, sur le show, je me fais une rupture partielle du ligament interne du genou. Sur le show qualificatif. On fait meilleur show cette année-là et on va faire les battles. Et en fait, je fais tous les battles avec une rupture partielle au genou. Et c'est pour ça que je descends pas beaucoup au sol sur ce battle, en fait. Et du coup, c'est là où je remercie ma recherche sur le top rock parce que j'avais le top rock. J'avais déjà là, ça. J'avais des steps, j'avais la musicalité. Et je m'étais dit, ça c'est ma force. Je ne peux pas abandonner mes gars parce que je ne peux pas faire du sol. Mais j'ai une force que personne n'a. C'est ma musicalité. Et c'est là où j'ai fini un passage en plein milieu de la scène sans descendre au sol, avec la main levée et tout le public était debout. Et c'était sur le remix de Stand Up de Bob Marley, le fameux remix break beat qu'il y a. C'était la première fois qu'on l'entendait, c'était la première fois que je l'entendais. Et c'est tombé au moment où je rentrais, j'avais mes locks. J'ai pris ça comme un message en fait. Vu que j'écoutais énormément de reggae, j'avais pris ça comme un message. Et le son, je l'avais défoncé, la salle entière. C'est la première fois qu'on voyait des gens se lever que pour du top rock en fait. Et c'est comme si j'avais fait 15 tours de night in ce jour-là. Les gens étaient debout. J'avais pas touché le sol. Ah bah du coup, je me suis arrêté, j'ai vu les gens debout, j'avais la main levée, je sais pas pourquoi j'ai fini dans cette pose-là. Et j'ai regardé les gens debout, je n'y croyais pas en fait. Et du coup, je suis même pas sorti, j'ai même pas fait de sol, je suis sorti. C'est bon, pour moi, j'avais gagné, tu vois. Tu vois. Et on avait failli, dès notre première année, aller en finale, parce qu'on était en finale, et on avait failli sortir les Pokémon à cette époque-là, qui étaient, eux, l'équipe qui devait y aller cette année-là. Mais on a failli bouleverser la donne en arrivant, personne ne nous attendait, et on les a presque sortis, quoi. Ça s'est joué à un juge, je crois, ou à deux décisions. Mais c'était vraiment serré, quoi. Ça Ah n'a pas ouais. été. Et moi, c'est le moment, parce que c'est le moment qui m'a vraiment fait. T'as un truc. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que j'avais quelque chose de différent, en fait. Ma prise de conscience, on va dire, sur ma différence. Vu que depuis le début, on parle beaucoup de ce qu'on met dans la danse en termes d'émotion
Et après ce que tu viens de nous raconter, euh, ça me donne envie de te poser la question sur l'aspect, alors on pourrait l'appeler de plein de manières, mais je vais dire spiritualité, sur à quel point est-ce que toi tu mets de la spiritualité ou à quel point est-ce que la danse est spirituelle pour toi? Pour moi, la danse pour moi, de toute façon, moi je vis danse. Sans la danse, je ne suis rien. Et je dois beaucoup à la danse parce que la danse fait l'homme que je suis aujourd'hui. Euh, j'ai réouvert des livres, je me suis réinstruit grâce à la danse. Euh, j'ai appris certaines langues étrangères grâce à la danse. Euh, je dois beaucoup à, à ma pratique et si je dois qualifier ça de spirituel, c'est que ça fait partie intégrante de mon moi en fait. Je ne me détache pas. Je ne suis pas quelqu'un d'autre qui danse. C'est mon moi profond qui danse. Et j'ai même envie de dire, c'est une partie que je ne montre à personne de moi. Que quand on me voit danser, il n'y a que quand tu me vois danser que tu le vois. Euh, euh, ouais, je sais pas comment dire. Euh, je fais pas de prière, des trucs comme ça. Je crois pas en Dieu, mais je crois en l'énergie. Et euh, je me cache pas, je fume. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, voilà, c'est que ça m'apaise, ça m'aide à être en paix avec moi-même. Et, et quand je danse, ça m'aide à être en parfaite connexion avec ma musique. Et, et ce que je recherche particulièrement c'est un terme que j'ai pas encore dit là, mais que j'adore, c'est la transe. Moi, je recherche cette transe en permanence, en fait. Et si je l'ai pas, je vis mal l'instant. Voilà. Donc, si je dois, mon côté spirituel, il est dans cette recherche permanente d'être en transe et d'être en lâcher prise où ouais, je finis de faire ce que j'ai fait. Et si je m'assois pour y réfléchir, je ne peux pas mettre d'image dessus. Il faut que je vois. Donc, ça veut dire que j'étais complètement ailleurs à ce moment-là. J'ai les yeux limite fermés, je ne tends pas les gens, il n'y a que la musique et moi. Là, là c'est là où je suis le mieux dans ma vie, tu vois. Quand j'entends le mot trans, je m'imagine toujours un gourou, je ne sais où, dans la forêt, avec qui fait un rituel pour emmener Tu peux. tout le monde en transe. Est-ce que toi, tu dirais que tu as, un rituel pour être en transe ou pas? Je fume. C'est une partie, mais tu rigoles, mais j'ai un peu de sang amérindien et indien. Et quand tu parles et que j'ai un calumet de paix sur mon bras, c'est ce qu'ils fumaient pour être en paix, pour arrêter de faire la guerre. Ils fumaient un petit bail pour pouvoir se calmer et pouvoir échanger, rentrer en communication. Mais c'était aussi une manière de s'enfermer, c'était une manière de faire appel aux esprits. Euh, bah ouais, j'ai des routines, je vais pas le partager parce que ça m'appartient, mais ouais, j'ai des petites routines particulières avant des battles. J'ai des choses que je répète plusieurs fois avant de monter sur scène, avant de faire, euh, euh, que si j'oublie de le faire, je me sens pas bien. Presque comme à l'époque, le caleçon fétiche, tu vois, ou slip fétiche que tu mets que quand tu montes sur scène et tout. Euh, bah, on n'est pas loin de ça, tu vois. J'ai mes petits rituels, j'ai mes petits trucs. Ouais, que si j'ai pas ça ou j'ai pas le temps de le faire, je me sens pas bien. Faut que je prenne. Voilà. J'ai un temps d'isolation, j'ai un temps de préparation mentale, on va dire. Et d'avoir ces petits rituels, t'as pas l'impression que, je sais pas si j'ai du mal à m'exprimer, mais que ça te rend dépendant de ces rituels? En fait, genre, quand moi j'ai ces trucs de trance ou de gros kiff, j'ai un peu l'envie de réussir à le faire, à atteindre ce moment de trance, mais sans le rituel, tu vois, sans toutes les méthodes qu'il y a avant. Et est-ce que toi, c'est un but pour toi de réussir à le faire sans le rituel? Et est-ce que le fait de faire le rituel avant,
Ça te donne pas cette impression de je suis dépendant de ce rituel? Ah bah, je t'ai dit que la fume m'aidait énormément. Ah bah, je vais prendre l'exemple de la fume. Bah, j'essaie de m'en détacher le plus souvent pour me dire que c'est pas la fume qui m'aide et que c'est en moi. Et que ce truc, c'est pas la fume qui fait que je danse comme je danse, quoi. Donc oui, des fois je me détache pour pouvoir me reconnecter à moi-même, pour me dire ce truc, c'est qu'un truc que tu mets dans ton corps. Et c'est pas ce truc qui gère ton corps en fait. Tu as l'impression que ça te rend plus libre, plus ci, plus ça. Mais en fait, ça c'est en toi. Donc c'est pour ça qu'il y a d'autres choses que je ne partage pas. Parce que je le garde, comme tu as dit, comme un gourou qui garde son secret. Mais dans l'esprit, ouais, ça c'est un truc que je ne me cache pas. Tout le monde sait que je fume. Et du coup, oui, c'est vrai que j'essaie souvent de me détacher de, ce, de cette chose pour pouvoir me reconnecter à moi-même en me disant que l'herbe que je fume n'est pas maître de ce que je fais, je suis. Et que si je le fais, c'est parce que j'aime bien et que je peux aussi m'en détacher et être tout aussi connecté à ce que je fais, quoi. Mais effectivement, c'est un exercice parce que quand tu as pris l'habitude de le faire, tu as l'impression du coup que c'est parce que tu pas ce que tu as fait l'habitude qu'aujourd'hui ça n'a pas fonctionné. Il faut qu'il y ait une réussite qui l'accompagne pour encourager le fait de te dire que oui, effectivement, sans ça ou sans ces rituels, tu peux y arriver. S'il y a une défaite ou une mauvaise action, tu vas te dire, t'as vu, j'ai pas fait mon rituel, et là, du coup, là, ça, c'est parti en plus. Je le savais que ça allait partir en plus. Et en fait, voilà, c'est, mais c'est vrai qu'une fois que tu as eu du positif, ah ben, ça aide à prendre la décision de pouvoir se détacher de plus en plus. Et là, je te rejoins, de dire, bah tiens, aujourd'hui, je vais pas le faire, et je veux avoir le même résultat. Et tu as un type précis de cannabis à conseiller à nos auditeurs? Le CBD, le CBD, c'est bien. Le CBD, les gars, le CBD. Non, je rigole. Euh, Pas moi, les gars, le CBD, c'est bien. Vu qu'on s'approche de la fin de l'interview, je pense qu'on peut finir. On aime bien parler de pédagogie aussi dans le podcast, sur comment on transmet les connaissances, et le petit exercice que tu nous as parlé sur la rythmique me fait me dire que tu as pas mal creusé la question de comment on enseigne. Euh, sur, Si on imagine que tu vas avoir des élèves imaginons sur 3 années, comme tu as pas mal de profs, ils enseignent sur 3 années et tout. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le genre de développement de programme que tu ferais pour transmettre ta passion, pour transmettre le break à des jeunes? Bah, en fait, déjà, moi, si on parle de débutants qui arrivent dans une salle, ce que je débloque chez eux, c'est leur envie de danser et de revenir à la salle. C'est la première chose. Euh, L'envie de danser. Et en fait, la première chose que j'essaie de transmettre, c'est ma passion de la salle d'entraînement. Le pourquoi je vais m'entraîner, le pourquoi je vais toujours à cette salle, euh, qui devient la raison du pourquoi je donne des cours et pourquoi je passe du temps avec des gens à leur apprendre. Et du coup, quand ils comprennent cette passion, généralement, ils m'accordent beaucoup plus de leur temps. Et du coup, j'ai beaucoup plus de résultats sur ce que je vais faire. Euh, je vais pas te dire j'ai une méthode, je vais dire que j'ai des méthodes parce que j'essaye de m'adapter en fonction du public que j'ai. Chaque personne est différente, chaque être humain est différent, chaque corps est différent, pensé. On n'est pas élevé de la même manière. Donc du coup, j'essaie de m'intéresser à toutes ces choses pour pouvoir sortir le meilleur de la personne que j'ai en face de moi en fait. Donc du coup, j'ai pas un système de je vais m'intéresser à ses capacités, s'il est souple, s'il est perlaxe, s'il est raide, si il aime bien écouter la musique, pas il est arythmique, introverti, colérique. Je m'intéresse à toutes ces choses qui sont autres que de la danse, mais c'est grâce à cet intérêt pour ces choses-là que j'ai du résultat dans ma transmission et dans mon accompagnement pédagogique. Donc c'est pour ça que je ne vais pas te dire que j'ai une méthode. On va dire, j'ai un sac d'outils et en fonction du public que j'ai, je vais l'utiliser. Je ne travaille pas en fonction du temps, je travaille en fonction des gens. Donc du coup, je ne me limite pas dans le temps. Je prends le temps qu'ils me donnent et je les fais évoluer en fonction du temps qu'ils m'accordent. En fait. Du coup, je leur accorde de mon temps et ceux qui ont envie de plus, je leur donne plus.
Et ceux qui veulent juste consommer, je les laisse consommer. Voilà. Nice. Je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est vrai que ouais, j'ai, j'ai- je, je me suis enrichi d'outils pour être le plus proche et le plus efficace possible dans ma transmission, quel que soit le public. En Et la pédagogie, c'est quelque chose que tu te vois continuer de faire sur les prochaines années. Comment tu te vois évoluer en tant que danseur dans les années à venir? Ben, moi, pour moi, ça fait partie intégrante de mon statut de danseur. Euh, Moi, la pédagogie, je ne me vois pas sans, parce que j'estime que c'est grâce à elle, grâce à la transmission, que une part de mon évolution et de ma progression s'est faite aussi, de ma compréhension sur ce que j'enseigne, donc ça veut dire sur ce que je pratique. Donc, si je le comprends mieux, ça veut dire que je le pratique mieux. Et j'ai j'aime la transmission et la pédagogie pour ce rapport-là, en fait. C'est que ça te ramène toujours à l'essence, et du coup, euh, ça parfait et ça assoit, si tu es ouvert à ça, bien sûr, euh, les connaissances que tu, soi-disant, maîtrises, en fait. Et, et c'est quelque chose que je ne me vois pas ne plus faire, en fait, j'ai envie de te dire. Autant je me dis que la scène, ça va s'arrêter un jour. J'ai déjà porté le deuil sur les battles, même si à 47 ans, je continue d'aller d'en faire dès qu'on me titille un petit peu, ou comme on m'invite, ou qu'on me donne une opportunité de le faire. J'aime ça. Donc du coup, j'y vais. Mais j'ai fait le deuil des battles, qui ne m'excitent plus comme quand j'étais plus jeune, ou comme avant. Ça ne m'excite plus de la même manière. Donc c'est vrai que cette partie-là, j'ai fait le deuil. Mais je pourrais jamais, en tout cas j'estime à l'heure d'aujourd'hui, et je pense que ça va finir comme ça, je ne me vois pas faire autre chose que d'enseigner et créer. C'est des choses qui pour moi sont complètement... ouais, je me... Accompagner les gens, les faire grandir, les faire évoluer, pour moi c'est une richesse de pouvoir accompagner les gens. Je ne vais pas dire savoir le faire, parce qu'on ne peut pas se dire qu'on sait. On a du résultat et des fois on n'en a pas. Donc il y a forcément des choses à perfectionner constamment. Et c'est aussi ce que j'aime avec la pédagogie, c'est que tu restes, si tu es ouvert, tu ne restes pas sur tes acquis, et tu vas aller toujours chercher à remanier tes outils pour pouvoir aider l'accompagnement que tu es en train de faire. Trop bien. Et écoute, on arrive à la fin de la conversation. On a un rituel dans le podcast, Yeah. c'est qu'à chaque fois, on demande à la personne d'avant de poser une question pour la personne suivante. Et juste avant toi, on interviewait Icy, le danseur debout qui vit en Chine en ce moment. Oui, je Et, connais très bien. et c'est lui qui nous a appris en fait que tu avais gagné le Juste Debout Locking en En 2002. 2002. 2002. Ouais. Et sa question par rapport au locking, alors je sais plus comment il l'a tourné, mais je crois qu'il demandait simplement qu'est-ce qu'était devenu ces connaissances, ce rapport au locking pour toi, comment ça se fait que tu t'es retrouvé dans le break alors que tu es arrivé à un niveau si haut en locking juste au début de ta carrière de danseur. Ah bah, en fait, j'ai été écœuré par l'état d'esprit des danseurs debout à l'époque, parisien, parce que je suis du 7-7, je suis pas parisien, moi, je suis de la campagne. Euh, J'étais écœuré par l'état d'esprit je suis quelqu'un de street, et moi, la street, c'est ce qui dirige en tout cas à l'époque, c'est ce qui dirigeait ma façon de penser. Et excusez-moi du terme, mais c'était des mange-merdes. Et ils avaient une façon de penser qui était très étriquée. Et, et je ne me voyais pas partager cette philosophie, c'était pas la mienne. Et ça m'a écœuré en fait. Je breakais déjà. Et j'étais déjà le cul entre les deux. Et en fait, peu de temps après que j'ai gagné le JD, Fantastic Armada, qui étaient des jeunes de mon quartier à l'époque, sont venus vers moi et m'ont demandé d'intégrer le groupe et de leur donner, leur apporter mon expérience. Et du coup, j'ai choisi de partir dans cette aventure avec eux. Et les dernières fois que j'ai loqué, c'était Battle of the Year 2003. Ok. Et du coup, tout ce que j'ai appris avec le lock et toute ma façon de travailler dans le locking
et passer dans le break en fait. Trop bien. La personne qu'on reçoit juste après toi, malheureusement, on ne sait pas qui c'est parce que tu es le dernier invité de la saison 2. Et on est très content de finir par toi. Donc, on peut pas te dire qui sera la prochaine personne parce que ça sera en septembre prochain. Mais par contre, ce qu'on te propose, c'est de quand même laisser une question, une sorte de bouteille à la mer comme ça, sans savoir qui ça va être. Mais de quand même laisser soit un sujet abordé, soit une question pour la prochaine personne. C'est difficile de laisser une question comme ça sans savoir qui va y répondre. Parce que ça aurait été super marrant de savoir comme ça, tu vois. Tu glisses une petite épée comme ici et il réveille des choses. Euh, je- euh, alors j'aurais une question ouais, qui m'intéresse et que j'aime bien poser à la nouvelle génération, mais que j'aime bien poser aux anciens aussi. C'est c'est comment, j'espère que ça va être un ancien que vous allez avoir, et un jeune aussi, parce que généralement la question, des fois petitillée, c'est comment vivent-ils l'évolution d'aujourd'hui, que ça soit pour les jeunes par rapport au passé, et que ça soit pour les anciens par rapport à ce qui est en train de se passer, et eux, où ils en sont. Donc si c'est un ancien par rapport à où il est aujourd'hui, l'évolution, et si c'est une nouvelle génération, comment il se situe lui de cette évolution par rapport au passé. Nice. C'est Bon une sujet. question un peu C'est un peu large, tirer les cheveux, un peu large, mais c'est je ne cool. sais pas qui va y avoir, donc du coup, On est bien sorti. t'as vu Bon, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir reçu, Thias. Et puis, Merci à vous, merci merci à de vous. nous avoir donné de ton temps pour ce dernier épisode. Et puis, j'espère qu'on aura Merci de l'occasion de m'avoir donné un droit de parole, c'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis à la prochaine. À la prochaine, Ciao, à très bientôt. prends soin de toi. Bonne continuation à vous, prenez soin de vous. Merci, ciao. Beaucoup de force, on se croise. Ciao.